l'intelligence artificielle et la data. Pourquoi ces technologies prennent une place si importante aujourd'hui? Dans notre podcast, nous retraçons le parcours de nos invités qui travaillent avec la data et l'IA. Ensemble, nous explorerons les enjeux actuels, les risques potentiels et les questions d'éthique liées à ces technologies fascinantes et controversées. Cultivez votre curiosité avec le podcast Data Rockstars. Bonjour, d'abord merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à toi de me recevoir. Alors, je vais te demander simplement de te présenter de manière assez succincte et puis on va développer petit à petit ton parcours. Donc, je m'appelle Amine, j'ai 33 ans, je suis lead data scientist dans une biotech. Et avant ça, j'ai fait des études d'ingénierie. Ok. Et à la suite de quoi, j'ai fait un doctorat en vision par ordinateur. Donc j'ai cette double casquette ingénieur-chercheur et ensuite je me suis dirigé vers la biotech. J'ai eu une enfance assez éclectique, on va dire. J'avais beaucoup de passions différentes. Oui. Mais ce qui m'intéressait en général, c'était d'aller un peu comprendre les choses. J'acceptais assez mal les arguments d'autorité. Okay. Donc j'avais toujours envie de comprendre un peu ce qui se cachait derrière chaque chose. Par exemple, j'aimais beaucoup le cinéma, j'avais envie d'aller voir un peu comment les films étaient faits, je regardais les making-of, choses comme ça. Sur les sciences, pareil, sur le sport, j'aimais pas mal faire de sport, donc j'avais envie de comprendre un peu ce qui était derrière les performances des joueurs que j'admirais. Donc toujours cette envie de comprendre. Et voilà, beaucoup d'éclectisme. Et après, quand même une passion à un moment pour les sciences qui s'est développée. Vers quel âge cette envie de science? Ça, c'était je pense au début de l'adolescence. Oui. Voilà, on commence à comprendre un peu notre place dans l'univers, j'ai envie de dire. Et on regarde les étoiles et on se rend compte qu'il y a des choses assez incroyables par rapport à la complexité du monde, en quelque sorte. Et voilà, une envie de comprendre. En vrai. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise, une curiosité, une envie de comprendre. D'accord, ouais, tu as été poussé vraiment par ta curiosité, en fait, depuis très tôt, à vouloir comprendre comment ça fonctionne, les choses. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, ça peut expliquer après, en fait, le parcours que que tu as suivi. Ouais. Du coup, en fait, alors le lycée, ça s'est passé comment? Donc, tu as choisi comment? Enfin, j'imagine que tu as fait S. Ouais, j'ai fait un bac S au lycée. Ouais. Ça s'est fait assez naturellement, parce que j'aimais beaucoup les maths. Pour moi, les maths, c'était un peu une discipline qui m'intéressait beaucoup, parce que c'était un peu formaliser les choses. Il n'y avait pas d'ambiguïté, tout était clair. On essayait ensuite de démontrer quelque chose avec des axiomes vraiment bien définis. Et c'est un peu, au final, la grammaire des sciences. Souvent, on utilise les maths au sein d'autres sciences aussi, pour vraiment formaliser les choses, les pousser, les quantifier. Donc ça m'a toujours assez attiré. Donc j'ai fait un bac S, spécialité maths du coup. Et ensuite j'ai fait une classe préparatoire en maths physique, donc toujours spécialité maths, pour pousser un peu la chose et ensuite aller faire des études d'ingénieur. Très vite, ça a été clair pour toi de faire une école d'ingénieur, ou c'est petit à petit, en fait, que tu t'es dirigé vers ça? Je pense que c'est devenu clair au lycée. Ok. Avant, c'était pas vraiment clair. J'hésitais avec plusieurs autres choses, peut-être la médecine, ou voire même des choses extrêmement différentes. Le journalisme. C'est toujours cette envie de comprendre, mais appliquer à un autre domaine. Et je pense que ça me fascinait pas mal comment on pouvait appliquer des résultats scientifiques pour développer des produits assez complexes qui en même temps vont changer la vie des gens. Donc pour moi, c'est un peu ça l'ingénierie, c'est être à la frontière entre l'applicatif et les sciences pour apporter de la valeur ajoutée. Ça me fascinait pas mal. Et je pense que c'est un peu au lycée que c'est devenu clair dans mon esprit que ça m'intéressait. D'accord. Et du coup, après cette classe prépa, comment s'est après passée cette la classe prépa, c'était clair que je voulais devenir ingénieur, mais c'était pas encore clair dans quel domaine exactement. Okay. Donc j'ai fait le choix d'aller dans une école d'ingénieur généraliste, donc Centrale Marseille, okay. Où on étudie encore beaucoup de disciplines différentes. Ça nous laisse encore des portes ouvertes, on va dire. Et donc c'est un peu sur la fin de l'école d'ingénieur que je me suis dirigé vers les mathématiques appliquées vraiment. Donc programmation, mathématiques appliquées,
en particulier à l'analyse d'images. Donc déjà à l'époque, il y avait un gros corpus de matière pour analyser les images, automatiser leur analyse. Comment t'es tombé justement dans cette analyse d'image parce qu'en fait, partant des mathématiques, moi personnellement, je sais que j'y penserais pas forcément. Ouais. Tu vois, le lien entre analyse d'image et mathématiques, même si forcément il y en a un, t'en réfléchis un petit peu. Mais comment en fait t'es tombé dessus? Bah, honnêtement, c'était assez facile parce qu'il y avait des cours d'analyse d'image qui étaient proposés. Okay. En fait, c'est vrai que quand de l'extérieur, on se demande quel est le lien entre les images et les mathématiques appliquées. Mais dans un ordinateur, une image, c'est juste un tableau de nombres, vraiment. Donc c'est un tableau avec des nombres. Une image en noir et blanc, par exemple, c'est des valeurs typiquement entre 0 et 255. Le 0, c'est le noir et le 255, c'est le blanc. Et chaque pixel va correspondre à une valeur. Et donc on a un tableau de nombres pour une image. Et donc ce qui nous paraît très simple à nous, en termes d'analyse, quand on regarde une scène, par exemple, identifier qu'il y a une table, un stylo, un micro. Ça va demander beaucoup d'efforts en mathématiques appliquées pour reproduire le même résultat au sein d'une machine, parce qu'il n'y a rien d'évident en fait là-dedans. Et donc c'est là qu'il y a beaucoup d'apports en mathématiques appliquées qui permettent de faire ce genre de choses. Je vois. Du coup, et là en fait, tu as découvert la computer vision du coup. Ouais. C'est là où tu as découvert ça. Et tu t'es pris de passion pour la computer vision? Comment... Ouais, absolument. En fait, j'ai dû conclure mes études par un stage de fin d'études, donc de 6 mois. Et j'avais déjà une appétence pour la recherche, donc j'ai fait mon stage au CEA, Commissariat à l'énergie atomique. Ok. C'est quoi ça, le commissariat à l'énergie atomique? C'est un grand organisme public de recherche en France. Donc historiquement, c'est lié à l'énergie atomique, au développement de l'énergie atomique, mais aujourd'hui, ça fait beaucoup plus de choses que ça. C'est vraiment sur un ensemble de domaines extrêmement grand. Et moi, j'étais en particulier dans le laboratoire d'analyse d'images et de textes. Donc c'était en 2012. Et j'avais fait déjà mon sujet de recherche de stage sur la localisation d'objets dans des images. Donc l'idée, c'était de réussir dans un ensemble d'images à identifier non seulement l'objet qu'il y avait dans l'image, mais aussi à quel endroit de l'image il se trouvait. Donc, comment on fait ça, si on peut le simplifier? Il y a beaucoup d'approches différentes, mais à l'époque, mon approche, c'était d'abord d'identifier l'objet qu'il y avait dans l'image avec des méthodes qu'on appelle de classification. Donc la classification, ça va juste être de dire est-ce qu'il y a cet objet ou pas dans l'image. Donc mettons qu'ensuite on ait 10 classes différentes d'animaux. Est-ce que c'est un chien, un chat, une vache, etc. Et une fois qu'on avait trouvé l'objet principal de l'image, mettons que ce soit un chien, on passait des fenêtres glissantes sur l'image pour identifier la partie de l'image qui maximisait la probabilité de présence de l'objet. Donc c'était vraiment... Aujourd'hui, il y a des choses beaucoup plus efficaces pour faire ça, mais ça reste plus ou moins dans la même veine. Donc je ne sais pas si, par exemple, vous avez vu les applications sur l'analyse de matchs de foot ou des choses comme ça, où on voit les joueurs qui bougent et on a la boîte autour du joueur qui le suit. C'est un peu le même type d'application. Et du coup... Et donc c'est vraiment, pendant ce stage que je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme d'application de ces méthodes et que ces méthodes progressaient vraiment à vue d'œil. C'est-à-dire qu'on regardait les papiers de recherche, d'une année sur l'autre, ça augmentait, les pourcentages de performance augmentaient significativement. Et en 2012, à l'époque où j'ai fait mon stage, il y a eu en plus un papier qui est vraiment qui a été un tournant. Oui. Un article de recherche qui a été un tournant parce qu'il appliquait les méthodes de deep learning, donc des réseaux convolutionnels, des réseaux de neurones convolutionnels, pour une tâche de classification, donc juste trouver est-ce que c'est un chien, un chat ou une vache dans l'image, et qui a donné des résultats qui étaient bien supérieurs à ce qu'on arrivait à faire jusqu'à maintenant. Donc ça a marqué vraiment le début du retour en force de ce type de méthode, avec toutes les applications qu'on connaît aujourd'hui.
Et tu peux m'expliquer ce que c'est exactement qu'un réseau de neurones convolutionnel? C'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Ouais, pardon. Ouais, je vais essayer d'expliquer ça. Qu'est-ce que c'est? Bah, ouais, alors, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais je vais expliquer la principale différence comparée à ce qui existait avant. En fait, la principale différence, c'est que quand on va essayer de résoudre un problème de classification, donc je prends un problème le plus simple possible. Est-ce que, par exemple, dans l'image, il y a un chien ou un chat? Auparavant, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait essayer de modéliser un peu avec notre intuition d'humain et nos a priori d'humain, ce qui était spécifique à un chien et ce qui était spécifique à un chat. Donc, je sais pas, la forme du museau, la forme des oreilles, etc. Et on allait créer des descripteurs de l'image qui prenaient en compte ce genre d'informations pour ensuite essayer d'entraîner un algorithme à utiliser ces descripteurs pour reconnaître un chien d'un chat. Et ce qui a vraiment été marquant dans le changement d'approche, c'était que plutôt que d'utiliser cette intuition humaine et notre façon de voir le monde, on a créé des algorithmes qui allaient apprendre d'eux-mêmes, des données, ce qui était le plus spécifique finalement chez un chien et chez un chat, quand bien même pour un humain, c'est pas évident de voir les choses comme ça. Donc on va avoir une approche finalement plus efficace pour aller observer les caractéristiques d'un chien, d'un chat et faire la séparation entre les deux. Donc en fait, si je comprends bien, avec ces réseaux de neurones, en fait, si on montre en fait à ce réseau de neurones-là, par exemple, l'œil d'un chat, il saurait faire la différence entre l'œil d'un chat et d'un tigre, alors que peut-être nous, on ferait peut-être pas la différence. S'il était entraîné sur cette tâche spécifique, ouais, il pourrait le faire. Donc ça peut aller jusque-là, effectivement. Ça peut aller jusqu'à faire quelque chose qu'un humain ne saurait pas faire, parce que le réseau va être extrêmement efficace pour trouver des patterns dans les images, c'est-à-dire des choses qui se retrouvent d'un exemple à l'autre et qui sont caractéristiques du fait d'être un chat comparé à être un chien. Ok. Qu'est-ce que c'est justement en fait cet entraînement de réseau de neurones? Alors, si on peut le simplifier, ça consisterait en quoi en fait? Ouais. Alors, comme j'ai dit, on part des exemples qu'on a et on va apprendre à partir des exemples. Donc en fait, voilà, je compte sur toi pour me dire si c'est clair, mais on va avoir un modèle de classification qui va nous dire est-ce que c'est un chien ou un chat. Et plutôt que de décider des paramètres du modèle à la main, par exemple en spécifiant qu'on va regarder le museau et on va, en fonction de la forme du museau, dire que c'est ci ou ça, on va laisser les paramètres du modèle libres de bouger. Et ensuite, on va, à partir des exemples d'apprentissage, on va affiner les paramètres du modèle. Puis, on va tester les nouveaux paramètres qu'on a entraînés, qu'on a trouvés par entraînement, pour vérifier si ça nous a permis d'améliorer ou pas les performances. Donc c'est ce qu'on appelle un algorithme de rétropropagation, du gradient en l'occurrence, qui fonctionne comme ça de façon itérative. On va ajuster les paramètres du modèle, puis on va vérifier si ça nous a permis d'améliorer les performances. Puis on recommence. Puis on recommence. Jusqu'à ce que l'erreur finale qu'on fait sur notre ensemble d'apprentissage soit minimale. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et du coup, à la fin, les paramètres du modèle sont optimisés pour la tâche qu'on a à accomplir et ne sont pas trop contraints parce que nous, en tant qu'humains, on aurait décidé de regarder. On en entend un peu moins parler en fait, justement. Du coup, toi, après le CEA, Ouais. qu'est-ce que tu avais fait en fait? Comment tu t'es faufilé après? Après le CEA, du coup, j'avais toujours un peu cette appétence pour la recherche que j'avais envie de creuser. Et donc j'ai décidé de poursuivre en thèse, donc aux Mines de Paris, dans un laboratoire de vision par ordinateur, d'analyse d'images et de vision par ordinateur. C'était vraiment pour moi l'opportunité de consolider
cette expérience de recherche, donc la formation par la recherche, finalement, c'est ça une thèse. On apprend à formaliser un problème, à explorer des pistes différentes, à faire des revues de littérature pour savoir où se situe notre contribution dans l'ensemble des méthodes qui ont été proposées. Et c'est aussi une ouverture internationale assez forte, je trouve, parce que ça nous oblige à sortir de notre cadre un peu franco-français pour comprendre un peu l'avancée d'un domaine à l'échelle mondiale. La recherche, ça passe nécessairement par des collaborations avec des équipes de recherche ailleurs, que ce soit direct ou indirect. De façon indirecte, c'est juste qu'on va nécessairement s'inspirer de ce qu'elles font pour nous-mêmes avancer et ainsi de suite. Et donc voilà, une expérience de thèse, il faut le voir non seulement, comme, à mon avis, comme effectivement creuser un sujet très précis sur une thématique très précise, mais c'est aussi un apprentissage plus généralement de la méthode de recherche, de l'écosystème de la recherche. Et finalement, c'est vraiment à ce moment-là qu'on comprend à quel point on construit sur les épaules de géants. C'est un peu comme ça qu'on le ressent vraiment, je trouve. On se rend compte de toutes les générations précédentes, de tous les chercheurs du monde entier qui ont contribué finalement à tout ce qu'on voit aujourd'hui en termes d'application. Ça doit être assez émouvant en fait de se rendre compte justement du volume de toutes les recherches et que bon, en fait, quand on se pose justement sur un projet en particulier, quand on voit en fait tout ce qui a été fait au préalable, c'est surtout, tu parles de méthodologie de recherche en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a des méthodologies en fait très spécifiques et ça consiste en quoi par exemple rapidement en fait les méthodologies de recherche, on fait comment par exemple pour trouver une méthodologie? Est-ce qu'on part d'une hypothèse, on part d'une idée, ça passe? Pour moi, c'est toujours un peu cyclique. On part d'une intuition, d'une idée. Okay. Déjà, on va vérifier ce qui existe, ce qui se fait par ailleurs dans la littérature, pour renforcer nos intuitions, pour les affiner. Et ensuite, on va essayer vraiment de formaliser très clairement ce qu'on essaye de faire. Et d'avoir... C'est assez proche finalement de ce qu'on dit dans le monde des startups. On dit qu'il faut avoir un MVP, un Minimum Viable Product, assez vite. Okay. Donc on va essayer d'avoir une première implémentation assez rapide pour voir si l'intuition, elle mérite qu'on s'y attarde ou au contraire, il faut passer à une autre idée. Et donc on a formalisé la question, on a développé cette première méthode et ensuite, en fonction des résultats, on décide ou pas de continuer. Et voilà, en fait, c'est finalement assez itératif, avec toujours une volonté d'être extrêmement rigoureux sur la définition du problème qu'on s'est soi-même donné et la réflexion sur finalement quelle est plus largement la thématique dans laquelle on s'inscrit. Data scientist, là-dedans, en fait, il est où? Le data scientist, il a commencé à apparaître quand? Il y avait un article qui parlait au début des années 2000, il me semble, peut-être des années 2010, pardon, à quel point c'était le métier du futur. Donc le data scientist, c'est le métier du futur, parce qu'il y a une explosion du nombre de données disponibles, une explosion du nombre de données disponibles, qui nécessite des experts pour finalement faire parler la donnée, trouver des applications au fait d'avoir ces données, soit en termes juste d'information, soit en termes de produits qu'on va développer. Et à mon avis, du coup, l'émergence de ce terme a vraiment été concomitante de l'explosion du nombre de données disponibles. Mais en soi, le métier de data scientist existait déjà avant, parce qu'il y avait déjà des domaines d'activité, plus réduits, où on avait beaucoup de données et on devait faire de l'analyse de données. Donc à mes yeux, au final, c'est pas vraiment nouveau, c'est juste que ça s'est étendu à beaucoup plus de champs d'activité. Il y avait beaucoup plus de champs d'activité dans lesquels on pouvait utiliser les données, parce qu'elles étaient maintenant disponibles, pour optimiser des processus, accélérer telle ou telle partie de l'ensemble des activités liées à ce domaine, etc., etc. Oui, c'est plus que grâce aux révolutions technologiques en fait, qu'on a eues récemment, on a peut-être commencé en fait, à voir le potentiel
la possibilité d'exploiter justement toutes ces données-là, en fait, même si elles étaient déjà présentes, elles n'avaient peut-être pas forcément une valeur étant donné qu'on n'avait peut-être pas les outils pour les exploiter, quoi. Et puis même, en fait, avant, il y a eu un gros travail de structuration des données, je pense, au sein des entreprises, qui devait être fait, c'était une étape nécessaire, pour ensuite pouvoir les analyser, parce que on dit souvent garbage in, garbage out, donc ça veut dire si on a des mauvaises données en entrée, on peut rien en faire. Enfin, et donc, je pense qu'il y a eu ce gros travail de structuration au sein des entreprises, des données qu'elles avaient, qui était nécessaire et qui a pris un certain temps. Donc c'est aussi toutes les technologies de stockage, toutes les technologies de structuration des données, donc de base de données. Tout ça, c'était des étapes technologiques qui ont été franchies les unes après les autres et qui ont permis aussi derrière l'explosion de l'application des méthodes d'analyse de données. D'accord, pardon. Okay, je pense que c'est vraiment du coup l'explosion du volume des données à un moment au sein des entreprises et ailleurs, qui est liée à ces technologies que j'évoquais avant de stockage et de structuration des données via les bases de données. Il y a aussi à quel point finalement le pool de données se renouvelle rapidement. Donc c'est aussi quelque chose d'important dans la notion de big data, c'est que on a très souvent des nouveaux batchs de données qui arrivent sur une question et du coup les deux mises ensemble, ça nécessite des méthodes pour analyser automatiquement ces données pour pouvoir extraire les informations qu'on veut extraire de ces données. Et alors effectivement, comme tu le dis souvent, parce que c'est les choses auxquelles on est confronté directement, on pense aux applications en marketing ciblé, mais ces problématiques sont présentes dans toutes les industries, même celles avec lesquelles on n'a pas d'interaction directe en tant que citoyen ou qu'en tant que consommateur. On va sûrement y revenir derrière en parlant de ce que je fais en particulier. Oui, si tu peux m'expliquer aujourd'hui en fait ce que tu fais comme job, c'est quoi en fait un peu tes missions? Ok. Ouais. Donc aujourd'hui je suis lead data scientist chez Kern. J'ai commencé en tant que data scientist simplement. Donc le lead c'est parce que j'ai commencé à manager une équipe. Ok. Et donc c'est une entreprise, une biotech, qui s'intéresse à une question assez spécifique sur les traitements en oncologie, donc contre le cancer, qui est celle de la résistance acquise au traitement. Donc le problème, c'est que quand on applique un traitement contre le cancer, malheureusement, sur les thérapies ciblées, elles peuvent être extrêmement efficaces chez les patients, mais au bout de quelques mois en moyenne, le cancer va évoluer et échapper au traitement. Donc c'est ce qu'on appelle une résistance acquise au traitement. Et c'est quelque chose qui malheureusement, quelle que soit la thérapie ciblée, est appelée à se reproduire pour un certain nombre de cancers. Donc le but, entre guillemets, de la recherche en oncologie aujourd'hui, ça va être de toujours avoir un temps d'avance sur le cancer pour pouvoir ajuster le traitement à ce qui est en train de se passer chez le patient. Là, j'imagine qu'on procède à de l'imagerie. Donc voilà. On analyse des images, on fait des modèles prédictifs justement de l'évolution, par exemple du cancer, ce genre de choses, c'est ça? Exactement. Alors il faut savoir que la découverte de médicaments, c'est vraiment une grosse machine entre guillemets. Oui. Et on peut voir ça comme on peut voir ça comme un entonnoir. Et dans cet entonnoir, nous on se situe au début. C'est ce qu'on appelle les études précliniques. Donc c'est avant de tester les traitements sur des modèles animaux, puis sur des humains. On va d'abord tester en laboratoire les propriétés des traitements pour s'assurer qu'on limite le nombre de traitements qu'on va devoir tester d'abord chez des animaux, puis chez des humains. Parce que c'est extrêmement coûteux et puis on n'a pas envie de créer des faux espoirs. Donc on va en laboratoire optimiser les traitements. Et voilà, et explorer l'ensemble des traitements possibles pour sélectionner ceux qui ont l'air le plus prometteur. Et donc nous, on s'inscrit dans cet ensemble d'études précliniques et notre approche en particulier, ça va être d'observer des cellules sous un microscope. Donc on a des modèles de cellules
qui correspondent à des types de cancers, donc par exemple un cancer du foie. Et on va avoir vraiment un très grand nombre d'expériences faites en parallèle. Donc typiquement 500 expériences faites en parallèle où on va aller appliquer des traitements différents pour le même type de cellules sur chacune de ces 500 expériences. Et on va regarder ce qui se passe sous le microscope. Et on va vouloir automatiser, dans un premier temps, l'analyse de ces 500 expériences parce que ça prendrait trop de temps de le faire à la main. Et le but, c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Et donc pour ça, nécessairement, on applique des méthodes de vision par ordinateur où on va passer par différentes étapes. On va commencer par identifier les cellules individuelles. Ensuite, on va extraire des vecteurs de caractéristiques pour chaque cellule, donc une façon de caractériser chaque cellule individuellement. Et ensuite, on va regarder l'évolution de la population de cellules par rapport au traitement qui a été appliqué pour voir si, par exemple, certaines cellules commencent à avoir un comportement un peu différent, ce qui voudrait dire que le traitement a un effet, pas forcément celui qu'on veut, mais qu'il a un effet. Et ensuite, on va vouloir caractériser les effets de chacun des traitements pour, à l'expérience d'après, déjà écarter tous les traitements qui n'ont aucun effet et continuer à étudier dans le détail ceux qui ont eu un effet, et on veut voir plus précisément ce qu'ils font. Est-ce qu'en combinant deux, ça peut permettre... Donc ça, c'est le genre de méthode sur lesquelles on travaille. Moi, je trouve ça assez fascinant parce que du coup, on peut s'entraîner sur des machines en quelque sorte, sans avoir de conséquences en fait sur les patients, sans qu'il y ait de conséquences sur les patients, à faire des expérimentations de médicaments sur les patients. On a aujourd'hui pour la première fois en fait un outil qui est capable de nous donner un laboratoire en parenthèse virtuel, mais qui est réel en partant en fait de données réelles, et pour pouvoir expérimenter avec en fait d'une manière industrielle, ou plutôt je dirais en fait en traitant des gros volumes donc d'expériences, en faisant des expériences. Alors on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur finalement l'analyse de données, ça existe depuis longtemps, mais c'est juste que ça s'est généralisé, donc on s'en rend compte aujourd'hui. Pour juste faire remarquer que finalement ce genre de méthode existe au moins depuis 30 ans, je pense, ou un peu moins, mais c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé à partir des fin des années 90-2000, notamment parce que dans la recherche de médicaments, il y a vraiment cette nécessité d'être à la pointe et d'intégrer toutes les nouvelles technologies qui peuvent être utilisées pour améliorer les processus. Donc finalement, c'est pas si récent, mais il y a des sauts quantitatifs et qualitatifs qui sont franchis quand même dans ce genre d'approche aujourd'hui, grâce au développement technologique qu'on mentionnait tout à l'heure. C'est-à-dire, on arrive à avoir de la finesse supplémentaire dans l'analyse qu'on fait des images. On comprend mieux automatiquement les différentes réactions des cellules au traitement, voire même parfois, et c'est là où ça devient vraiment fascinant, je trouve, c'est que les algorithmes vont nous faire remarquer des subtilités que les humains n'avaient pas remarquées. On va dire, un humain va dire, grosso modo, cet ensemble de cellules réagit comme ça, et l'algorithme va dire, attendez, en fait, quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'il y a deux classes différentes. Et donc on peut aller retourner vers le biologiste et lui dire, ah, en fait, c'est pas exactement la même chose d'après l'algorithme. L'algorithme nous dit même que c'est en regardant telle et telle partie de l'image qu'on peut voir une différence entre ces deux types de cellules. Et donc en quelque sorte, ça va être de la recherche scientifique sous stéroïdes un peu, où on va vraiment accélérer, et en plus on va affiner ce que le biologiste va avoir comme intuition. Il y a des évidences qu'on aurait peut-être mis des années en fait à remarquer, et Exactement. là aujourd'hui en fait, grâce à ces outils, on a par exemple, je sais pas, ne serait-ce que de différencier deux couleurs où l'œil humain en fait, ne ferait pas attention, ou la prise en considération des choses en volume
par Absolument. exemple, en 3D, sur l'espace 3D, quand on regarde des cellules, je sais qu'en fait, il peut y en avoir d'autres qui se cachent derrière ou ce genre de choses. Donc, effectivement, oui, en fait, comme tu dis, c'est vraiment de la recherche poussée sur stéroïdes. Du coup, aujourd'hui, tu es lead data scientist, c'est ça? Oui. Ok. Donc, tu gères des équipes, Oui, une petite équipe. une petite équipe. Tu avais déjà fait ça avant? Non, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Alors, ça se passait comment ces premières fois où on gère des gens, on gère une équipe, on se sent comment? C'est beaucoup de responsabilités, je trouve, parce que finalement, il y a des gens qui nous font confiance pour un peu les mener à destination, ou en tout cas être un peu un chef d'orchestre qui simplifie l'ensemble de la bonne marche vers l'objectif. Et ça s'est fait assez naturellement parce qu'il y avait un besoin d'aller plus vite et d'explorer différentes pistes en parallèle. Et c'était quelque chose qui m'intéressait aussi en amont. Donc je me suis pas mal renseigné, j'ai lu sur la question et j'ai discuté avec ma manager qui avait un autre background, mais au fond sur la question du management, c'est similaire. Il y a pas mal de choses qui se retrouvent, peu importe le domaine d'activité. Voilà. Et donc ça s'est fait assez naturellement. Et je pense qu'en tant que manager, il y a quelques grandes choses qu'il faut essayer de mettre en place. Pour moi, la chose la plus importante, c'est de créer de la clarté. Il faut vraiment que ce soit très clair pour tout le monde dans l'équipe. Quel est l'objectif? Quel est le cadre dans lequel on s'inscrit? Et finalement, quand on travaille avec des gens assez compétents et assez autonomes, ce qui est souvent le cas dans le domaine de la data, quand on a créé cette clarté, on peut ensuite leur laisser exercer leur talent et leur créativité pour résoudre le problème qu'on a bien défini ensemble. Bien sûr, on va avoir des réunions régulières pour leur faire des retours, etc. Mais c'est vraiment créer cette clarté qui est très importante dès le départ. Ensuite, la deuxième chose, je pense, c'est qu'il faut être à l'écoute de ces équipes. À mes yeux, parce qu'une bonne idée peut venir de n'importe qui. Je ne me prétends pas, parce que je suis manager, être la personne la plus à même de résoudre tous les problèmes qui se présentent à nous. Donc, il y a vraiment une démarche collégiale. Encore une fois, parce que c'est des gens quand même très compétents et très formés. Donc, on va discuter, et parfois la bonne idée va sortir du débat. Personne ne l'avait à l'origine, et en discutant, finalement il y a quelque chose qui va s'imposer. Voilà, donc créer de la clarté, être à l'écoute, et je pense que c'est déjà un bon départ. On pose des questions en fait. En lui-même. Quand on devient lead data scientist, est-ce qu'on a une approche du métier qui devient différente? Ou est-ce que en fait, le métier ne change pas de la data science? Est-ce qu'en fait, on se déplace autour de son cercle et on voit en fait, les choses autrement? Est-ce qu'il y a eu en fait, un changement de vision te concernant quand tu as commencé à gérer le projet? Donc peut-être prendre du recul, je me pose la question en ces termes. Oui, en fait, ce que je n'avais pas précisé avant, c'est que j'ai rejoint une start-up où j'ai créé le pôle. Donc dès le départ, finalement, j'avais cette obligation de prendre du recul et de réfléchir avec l'équipe dirigeante à quels étaient nos objectifs, qu'est-ce qui était réalisable à court terme, puis à moyen terme, puis à long terme éventuellement. Mais je pense qu'effectivement, quand même en tant que data scientist, c'est toujours important de prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire, comprendre le contexte dans lequel ça s'inscrit, parce que parfois c'est pas forcément la méthode la plus sophistiquée qui va nous faire vraiment avancer. Parfois on n'a pas besoin d'avoir, mettons qu'on ait 85% de bonne classification sur un problème, c'est peut-être suffisant finalement, et il faut mieux aller à l'étape d'après. Mais ça demande de comprendre le contexte. Et il y a des tâches où il faut qu'on ait absolument 99% de score.
d'autres sur lesquels finalement c'est plutôt en amalgamant les approches que ça va nous donner quelque chose d'intéressant. Donc comprendre le contexte, je pense, c'est toujours important. Et comme tu l'as dit, ça facilitera ensuite la transition vers un poste de management si c'est quelque chose qui vous intéresse. Dans ce parcours, est-ce que il y a des révélations, entre parenthèses, des claques que tu as pris grâce à la découverte? C'est qu'à un moment donné, en fait, tu te dis, j'avais jamais vu les choses comme ça, et grâce à la data, en fait, ça a bousculé ton approche du monde. Est-ce que tu as eu en fait des choses comme ça le long de ton parcours? J'imagine que quand on les a, en fait, on a le nez dedans, mais maintenant, en fait, je sais pas si tu peux te remémorer des choses en fait où tu t'es dit, ok, ça change en fait comment je comprends le monde. Ah oui, oui, bah, je pense que surtout quand on travaille sur l'apprentissage en général, on se pose la question de notre propre apprentissage, tant individuellement que presque en tant qu'espèce, j'ai envie de dire. Donc, bah, il y a quelque chose qui m'a pas mal marqué, par exemple, c'est quand les méthodes d'apprentissage ont commencé à, bon ça c'était il y a longtemps finalement, à battre les plus grands maîtres d'échecs, récemment les plus grands maîtres de Go. Et quand on lit les rapports de parties, bon, je ne suis pas du tout un spécialiste du Go, mais on lit les rapports et les joueurs experts, donc les plus grands joueurs humains de Go, disent l'algorithme a joué d'une façon imprévisible. On n'avait jamais vu ça, on ne s'attendait pas à ce genre de coup, ça nous a pris par surprise. Et en fait, j'ai vraiment réalisé fortement à ce moment-là que finalement, la façon qu'on a de résoudre les problèmes en tant qu'humain n'est qu'une façon parmi d'autres, Ouais. qui est conditionnée par finalement notre mécanique interne, nos sens, etc. Et que si on formalise certains problèmes, justement si on les formalise, si on arrive à les formaliser et à générer de la donnée sur ces problèmes, probablement que les algorithmes vont trouver des façons plus efficientes, différentes, auxquelles on n'aurait pas pensé pour résoudre le même problème. Ça me fait penser à ce que tu dis, ça me fait penser par exemple aux anciennes civilisations disparues, à leur façon d'aborder les mathématiques, la résolution de problèmes, la construction des différentes pyramides, etc. Par exemple, ou sinon ne serait-ce qu'au niveau de l'architecture. C'est-à-dire que l'intelligence humaine, rien que par rapport à la période historique dans laquelle on est, en fait, Ouais. on aborde le monde différemment, justement, avec, avec une standardisation différente. Et aujourd'hui, justement, l'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'elle nous sort de notre standardisation, de notre façon en fait de comprendre le monde contemporain et tel qu'on l'a fait en fait ces derniers siècles en fait. Et en fonction de l'époque, en fonction de la révolution technologique où on en est dans l'histoire, on n'aborde pas du tout le monde de la même façon. Et là, l'intelligence artificielle, elle est en train de bousculer un peu notre façon de saisir l'information, de comment on comprend le monde. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que en fait, ça ne va pas nous rendre des flemmards? Est-ce que ça va pas est-ce que ça va pas créer en fait une espèce de fainéantise? J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi un décalage. Est-ce que tu ressens pas un décalage entre l'application de ces intelligences artificielles au quotidien pour les gens et ce que tu fais? Toi, tu fais de la recherche pointue sur la computer vision, etc., etc. On est vraiment dans le domaine de la recherche où en fait, pour moi, il y a vraiment deux mondes là-dedans. Et toi, tu te sens comment en fait dans ce décalage? Ouais, il y a deux mondes et en même temps c'est les mêmes techniques derrière, donc c'est vrai que c'est assez particulier, je trouve, tu as raison. Tout ce que tu décris, c'est les applications grand public qui vont être vraiment orientées vers le consommateur direct. Et je suis d'accord pour dire que c'est assez fascinant d'observer ce qui va se passer. Je n'ai pas forcément la même appréhension que toi. Par exemple, on parle de ChatGPT ou parce qu'on en a déjà vécu par le passé des révolutions similaires. Ne serait-ce que l'imprimerie. Quand il y a eu l'imprimerie, on regarde à l'époque ce que disaient les gens, ils disaient mais les gens ne vont plus avoir de mémoire parce que tout sera écrit, donc ils n'auront plus besoin de rien retenir. Puis plus récemment Internet, donc c'était il n'y a pas si longtemps, ça a complètement bouleversé les habitudes aussi.
Je ne sais pas si c'est nécessairement mauvais qu'on ait tout à disposition sur Google si on a la curiosité. Parce que finalement, si on a la curiosité, si on arrive à l'entretenir, c'est assez génial de pouvoir aller regarder à n'importe quel moment. Ah oui, ça m'intéresse finalement, je regarde la page Wikipédia, je vais lire et je vais avoir la réponse assez rapidement plutôt que d'avoir à aller dans une bibliothèque. Oui, tout à fait. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, je pense, c'est plutôt réussir à concentrer son attention sur ce qui nous intéresse. Et c'est là où je pense qu'il y a un risque des nouvelles technologies, mais qui n'est pas lié forcément que à ChatGPT ou ces applications récentes, qui est qu'on essaye toujours d'accaparer notre attention et qu'il faut vraiment jalousement la garder, quoi. Du coup, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui commencerait, qui voudrait en fait commencer la data, que ce soit un lycéen ou que ce soit quelqu'un qui vient de faire une école prépa ou on met comment les mains dedans en fait? C'est quoi? On commence par quoi? Donc, forcément, comme tu l'as dit, ça dépend un peu à qui on parle exactement, mais je pense qu'il faut entretenir sa curiosité. J'ai pas mal insisté là-dessus. Je pense que c'est quelque chose de super précieux finalement, parce que c'est ce qui va vous donner la motivation à chaque étape pour continuer à creuser. Ça peut être parfois difficile. Et après, plus prosaïquement, je pense que quand on veut devenir data scientist, je peux parler pour ce métier. Si tu me demandes sur d'autres métiers, je pourrais répondre aussi sur d'autres métiers. Mais en fait, finalement, à mes yeux, on reste des informaticiens, mais d'un type spécifique en s'intéressant vraiment aux données. Donc, je dirais essayer d'être à l'aise avec les langages de programmation, au moins un. Essayez d'avoir des petits projets à côté sur des sujets qui vous intéressent pour petit à petit bâtir cette confiance dans votre capacité à aller assez vite d'une idée à son implémentation. Il n'y a pas besoin d'être le plus grand programmeur, mais avoir cette confiance, ça vous permettra de finalement réfléchir à ce qui est le plus important, c'est-à-dire non pas l'implémentation de l'idée, mais l'idée elle-même. Un peu comme un peintre qui a besoin d'abord de faire ses gammes pour ensuite peindre ce qu'il a en tête. Et ensuite, sur la partie plus théorie, il n'y a pas forcément besoin d'aller tout le temps regarder les dernières techniques à la pointe. Ça, de toute façon, vous le ferez quand ce sera nécessaire pour un projet donné. C'est important de comprendre, à mon avis, les grands types de raisonnement, les grandes classes d'approches pour attaquer différents types de problèmes. Et de connaître les algorithmes vraiment de base, de bien comprendre comment ils fonctionnent, parce qu'ensuite, ce qui vient après, ça s'empile un peu sur ces méthodes de base. Est-ce que durant ton parcours, tu as eu des personnes qui t'ont inspiré, des gens qui ont changé ton mindset, qui t'ont bousculé un petit peu, ou des lectures que tu pourrais conseiller aux gens, ou des films éventuellement? Ça peut être aussi bien des choses personnelles le long de ton parcours, des professeurs éventuellement, ou une thèse, ou un document en fait à lire, ou film, fiction. D'accord, ouais, non, bien sûr. Déjà, forcément, il y a des gens qui m'ont influencé. Je ne peux pas forcément les partager avec les auditeurs, mais il y a, je pense qu'observer des chercheurs travailler au quotidien, c'est assez inspirant parce que on se rend compte que c'est pas juste un travail théorique. Les gens y mettent de leur personne, il y a un investissement, une passion. Et ensuite, peut-être pour revenir à cette question qui personnellement me fascine les humains ont une certaine façon de voir le monde et avec un certain nombre de biais qui conditionnent la façon dont on va résoudre les problèmes, etc. Il y avait une lecture qui m'avait beaucoup marqué, c'est celle d'un psychologue expérimental qui s'appelle Daniel Kahneman, qui s'appelle Thinking Fast and Slow. Donc je crois qu'en français la traduction c'est Système 1, Système 2. Et en fait, c'est le résumé de 30 années de recherche de ce psychologue qui explique de façon assez claire à mes yeux à quel point l'être humain a des biais dans ses raisonnements qui s'expliquent parce que souvent on essaye d'aller vers
la solution la plus efficiente, le plus rapidement. Donc c'est ce qu'il appelle le système 1, c'est le mode un peu pilote automatique. On va, par notre interaction avec le monde, forger un certain nombre d'habitudes qui vont nous permettre d'aller très vite, mais qui, en fait, nous empêchent parfois de raisonner de façon rationnelle. Et il donne beaucoup d'exemples sur ça, avec beaucoup d'effets qui sont franchement surprenants parfois. Donc par exemple, le fait que si on a une discussion tous les deux, et qu'il y a un certain nombre qui apparaît dans la discussion, donc mettons que, je sais pas, on se pose la question de combien de personnes font de la data science chaque année en université. On se dise qu'il y en a 5000 à peu près. Minutes après, je te pose la question de... qu'est-ce que je pourrais dire ? Combien de personnes travaillent dans une tour à la Défense ? Donc en te montrant une tour, parce que là on est à la Défense pour ceux qui ne le voient pas, et que je te propose plusieurs nombres, 2000, 5000, 15000, il y a un effet d'ancrage en fait du premier nombre dont on avait discuté auparavant sur un sujet qui n'a rien à voir. Et en fait, on observe que les gens répondent plus spontanément le 5000, donc le nombre qu'on avait mentionné avant. Donc c'est complètement irrationnel, mais ça s'observe. Donc il y a un certain nombre de biais comme ça dans les raisonnements des humains. Et je trouve que c'est assez fascinant quand on Faire de la recherche scientifique, c'est comme tu disais en fait, les gens ils y mettent du leur, ils y mettent leur cœur en fait dans les recherches. Donc ce n'est pas forcément quelque chose. Moi ça m'a fait plaisir d'entendre ça parce qu'on l'entend pas souvent. On a plus l'impression que c'est quelque chose de très Excel, de très cadré et puis de sans âme, alors que pas du tout en fait. Pas du tout. Alors juste peut-être pour préciser, Oui. il y a beaucoup de recherches, on peut penser uniquement à la recherche académique, mais même dans les entreprises, il y a beaucoup de recherches. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ne vous dites pas forcément que ça nécessitera d'avoir une recherche académique. Dans le privé aussi, de plus en plus, les entreprises se rendent compte qu'elles ont besoin d'avoir cette capacité d'innovation en interne et d'être vraiment en contact avec l'état de l'art. Parce que c'est... Donc si on observe finalement beaucoup d'innovations significatives en apprentissage machine, donc en machine learning, récentes, sont le fruit de travaux de recherche qui viennent de l'industrie. Donc il n'y a pas forcément cette dichotomie très forte, en tout cas dans notre domaine, entre recherche privée et recherche académique. Amine, je te remercie infiniment encore une fois. Merci beaucoup. Et j'espère à bientôt pour une autre discussion avec d'autres personnes. Oui, merci. Ça marche. Au revoir. Merci infiniment. On remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis pendant ce podcast. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur les biais de la data dans Data Stories Inside.